Mesdames, Messieurs, bonjour et soyez les bienvenus dans ce numéro de Focus spécial. Et j'allais dire un numéro spécial de Focus spécial, tellement spécial. Et comme j'emploie le mot spécial, nous avons un invité qui l'est également, puisqu'il s'agit d'un poids lourd, un poids lourd dans l'industrie. Vous allez découvrir ça tout de suite. C'est monsieur Jean-Pierre Duhamel. Déjà, bonjour monsieur. Bonjour, et monsieur. Merci de nous permettre de prendre un tout petit peu de votre temps. Alors, j'ai dit tout à l'heure spécial, spécial, spécial. Est-ce que vous pouvez nous dire très concrètement dans quel secteur d'activité vous êtes? Eh bien, notre société, la société que j'ai fondée avec mon fils, qui s'appelle SIA, qui est placée en Normandie, nous intervenons à 100% et uniquement en Afrique subsaharienne pour la réalisation d'unités de transformation de produits agricoles, des produits liquides et pâteux, c'est-à-dire nous construisons des usines clés en main pour l'industrie laitière, pour l'industrie des corps gras, pour toutes ces industries qui permettent de nourrir la population africaine. Alors, pour qu'on puisse avoir une idée du poids de votre entreprise, est-ce que vous pouvez nous dire à peu près dans combien de pays africains vous êtes? Alors là, vous me posez une colle, je n'ai pas compté, mais je pense que nous sommes déjà intervenus dans une quinzaine de pays, je n'ai pas vraiment compté. En tout cas, nous avons installé des usines depuis le Sénégal jusqu'en Angola et dans tous les pays, dans beaucoup de pays entre les deux. Et quand on dit des usines qui transforment quoi pour le commun des mortels, afin qu'ils comprennent très concrètement les matières que vous avez à travers vos usines entre les mains, si je puis dire? Alors, malheureusement, qui transforment peu de produits issus de l'agriculture africaine, parce que la plupart des matières premières qui entrent dans ces lignes de fabrication, bien qu'elles auraient pu provenir de l'Afrique, en général, pour des raisons diverses et variées, sont des matières premières importées. Alors, qu'est-ce que l'on a construit? On a construit des usines de lait. Donc, évidemment, les vaches, il y en a peu en Afrique, bien qu'il y en ait quelques-unes. Donc, ces usines de lait permettent de fabriquer du lait concentré sucré, du lait concentré non sucré, des yaourts, du lait de longue conservation. On a construit des usines de production de margarine. On a équipé les grands noms de la production de margarine en Afrique. On a produit des usines de production de mayonnaise, on a fait des usines de production de concentré de tomates, on a fait des usines de jus de fruits évidemment. Donc tout ce qui est produit liquide et pâteux que l'on peut trouver dans les supermarchés en Afrique et en Europe. Alors, il y a quelque chose qui m'a frappé lors de votre intervention, puisqu'en fait, on est à Rouen, en Normandie, pour les journées entrepreneuriales découvertes, c'est que vous étiez... Alors, je regarde à gauche et à droite, ne vous posez pas des questions, c'est parce que nous sommes sur le lobby, ou je ne sais pas s'il faut dire sur ou dans un lobby, et il y a du mouvement, il y a de la vie. Et parfois, on me fait des gestes à gauche et à droite. Mais je reviens à nos moutons. Donc, ce qui m'a marqué avec M. Jean-Pierre Duhamel, c'est qu'il a pris un exemple tout à l'heure. Il a parlé du coton, mais sauf qu'il a donné en exemple les pays d'Afrique centrale en disant ils produisent au coton. Ce coton, en plus, à bas coût, ils le laissent partir en Chine. En Chine, on transforme. Ça vient avec les maillots floqués PSG. Et non seulement il faut payer des taxes, mais en plus, c'est vendu très très cher au marché à les Africains, leur propre coton. C'était bien ça l'exemple que vous avez donné tout à l'heure. Qu'est-ce que vous vouliez dire par là? Parce que là, je viens de donner, c'est moi qui parle, mais c'est beaucoup plus vous. Je veux dire par là que l'Afrique se fait retirer la partie la plus intéressante de la production agricole, c'est-à-dire la partie dans laquelle il y a la valeur ajoutée, c'est-à-dire la transformation. La production est une chose, mais la transformation en est une autre. Et la valeur ajoutée, elle est dans la transformation. Les grandes unités agroalimentaires que l'on connaît s'appellent Nestlé, Danone, Unilever, Yoplait. Je parle de marques françaises, enfin, sauf Nestlé. Unilever, mais ces gens-là ne sont pas des producteurs, sont des transformateurs. Et c'est eux qui ont, en fait, en faisant la transformation, ont amené la valeur ajoutée pour
pour produire des produits finis qui sont distribués dans les grandes surfaces ou dans les marchés locaux. Oui, mais quelque part, le puissant, si je puis dire ainsi, a mis des leviers pour empêcher véritablement cette transformation en Afrique, puisque quelque part, il y a le fameux sésame, à savoir la norme européenne, pour ne parler que des produits qui entrent en Europe. Donc, si on transforme à l'étranger, ils mettent la barre extrêmement haute et tout est fait pour, quelque part, plutôt valoriser les produits européens. Oui, mais avant de, avant de penser à produire des produits en Afrique pour Transformer, vous voulez dire. Oui, transformer des produits et les envoyer en Europe, pensons déjà à transformer des produits et les consommer en Afrique. 90% des produits agricoles transformés, agroalimentaires transformés que l'on trouve dans les rayons des supermarchés en Afrique viennent d'Europe. Un grand nombre de yaourts viennent d'Europe, le lait vient d'Europe, la margarine vient bien souvent d'Europe, la mayonnaise vient d'Europe, la tomate vient d'Europe, etc., etc. Alors qu'il y a tout ce qu'il faut et on pourrait très bien transformer tout ça localement. Ça permettrait d'abord de donner, d'utiliser la main-d'œuvre locale, ça permettrait de développer, parce que imaginez qu'on mette une usine de concentré de tomates, admettons au Burkina Faso ou je ne sais où. Bon, évidemment, les gens se mettraient à produire de la tomate. C'est-à-dire l'usine de transformation va attirer des gens. J'ai eu l'occasion de participer à une conférence il y a 5-6 ans à laquelle assistait Pierre Castel. Tout le monde en Afrique connaît Pierre Castel. Oui, oui, le roi des bières. Le roi de la bière. Et Pierre Castel, qui a aujourd'hui 95 ans ou plus, a dit, il prenait l'exemple d'une usine qu'il avait implantée en Angola, si ma mémoire est bonne. Et au début de son usine, l'intégralité des produits étaient importés. Il n'y avait pas l'orge et tout ce qu'il faut pour faire la bière. Tout était importé. Et petit à petit, les gens se sont mis à produire. Et aujourd'hui, il disait, dans mon usine, au moins 50% de la matière première est locale. Donc, c'était un excellent exemple pour dire, mettons une usine de transformation, peut-être au début, importons la matière première d'Europe ou d'ailleurs pour faire tourner cette usine, mais petit à petit, les producteurs locaux se mettront à cultiver et à produire les matières premières qui permettront à cette usine d'exister. Oui, ce serait très facile si on suivait ces schémas-là, mais il y a aussi une autre réalité. Ce sont les investisseurs, parce que ces usines, elles coûtent beaucoup d'argent pour mettre en place. Oui, ça c'est parfaitement exact. J'ai coutume à dire que chez nous, nous ne faisons que des unités industrielles, on ne travaille pas pour les petits fabricants dans la cuisine, si vous voulez. Le minimum, c'est 1 million, 1,5 million d'euros, jusqu'à l'usine que nous sommes en train de construire en Afrique de l'Ouest, pour laquelle l'investisseur a investi pour nous à peu près 10 millions d'euros. Donc c'est vrai que le ticket est important, mais il y a des gens en Afrique qui ont les moyens de faire ça et qui pourraient très très bien. Ça ne pourra aussi exister que s'ils ont une certaine aide de la part des gouvernements. Et l'aide, elle n'est pas forcément financière, mais l'aide, elle est en privilégiant les produits locaux et en taxant les produits importés. Un peu comme ce que fait les États-Unis en ce moment. Mais je voudrais juste sortir un petit élément pour caricaturer ces investisseurs. Vous avez eu la gentillesse de ne pas citer de nom tout à l'heure, notamment du pays de l'Afrique de l'Ouest. Mais en fait, au-dessus du Sahara, c'est très souvent des Libanais et en dessous du Sahara, c'est beaucoup d'Indiens. Contrairement à l'image qu'on a, où on pense que ce sont les Chinois ou les Européens, notamment les Français, qui investissent. Hein. Alors, il est évident que je ne vais pas me fâcher avec la communauté ni libanaise ni indienne. Mais je ne suis pas loin de la réalité, cependant. Mais il est vrai que 90% de nos clients ne sont pas des Africains. Et pourtant, ce sont des usines qui sont irriguées en Afrique. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Comment expliquer cela ? Parce que, je l'ai dit dans la conférence tout à l'heure, l'Africain est un excellent commerçant. Il y a une tradition africaine
du commerce. Dans le temps, c'était les caravanes qui partaient d'Afrique et qui remontaient vers l'Afrique du Nord, voire vers l'Europe. Donc le commerce, la distribution, elle est bien souvent faite par des Africains. Par contre, l'Africain n'a pas encore cette fibre industrielle. Alors, c'est vrai, et ça commence à être un peu faux, il y a une nouvelle génération africaine qui a fait des études en Europe, qui a fait des études aux États-Unis, et qui s'aperçoit que finalement, la transformation est l'endroit où on peut bien rentabiliser ces investissements, et ils ont plus la fibre industrielle qu'avaient leurs parents ou leurs grands-parents. Donc je ne suis pas pessimiste, je pense que tout ça va se modifier, va se transformer, mais pour le moment, ce ne sont pas les Africains qui sont les plus grands investisseurs en matière industrielle dans l'agroalimentaire. Monsieur Duhamel, c'est très très intéressant de discuter avec vous parce que vous êtes quelque part en plus l'une des bibles, si je puis prendre cette image-là, des industries en Afrique. Vous savez de quoi vous parlez et votre temps est extrêmement compté. Vous avez déjà eu la gentillesse de nous accorder, allez, on va dire un quart d'heure de votre temps. Moi, je vais vous laisser une carte blanche. Vous avez votre caméra qui est là. Carte blanche, c'est à vous. Là, vous me prenez un petit peu au dépourvu, mais alors, vous avez commencé en disant que j'étais un poids lourd de l'Afrique. Je l'ai pris au sens figuré, non pas au sens propre. Mais il est vrai qu'il faudrait que l'Afrique se prenne un peu en main. Elle a toutes les ressources qu'il faut pour se prendre en main. Elle a les moyens pour se prendre en main. Elle doit avoir un petit coup de pouce des autorités locales pour se prendre en main, et il faut que l'Afrique, et ça viendra, ça prendra du temps, mais ça viendra, se mette à utiliser ses richesses locales, et Dieu sait s'il y a des richesses en Afrique, peut-être bien plus que dans de nombreux autres pays, afin de pouvoir nourrir ce 1,5 million ou ces 2 millions ou plus d'habitants que l'on prévoit dans les années à venir. Alors, je ne veux pas vous laisser partir sans poser cette question. C'est une question que je pourrais non pas qualifier de méchante, mais de directe. Voilà. On va dire que vous vivez grâce au marché africain. Oui. Qu'est-ce que vous apportez en retour aux Africains? Est-ce que, par exemple, dans vos usines, vous engagez, les usines que vous construisez, vous engagez majoritairement la main-d'œuvre africaine? Est-ce que vous participez à des œuvres? Est-ce que, à vous la parole? Ah oui, alors là, je dirais, la partie études, oui c'est vrai, la partie études est faite en France, le savoir-faire, si vous voulez, en ce qui me concerne, c'est 60 ans de construction d'usines à travers le monde, donc c'est une expérience évidemment que j'ai acquise au fil des années. Ça, personne ne peut me l'enlever. Mais dans ces usines, nous avons une filiale à Abidjan, et les gens qui font la partie mise en route, qui ont la connaissance des produits et tout, sont des Africains. Ces usines, nous les montons avec des équipes de monteurs, de techniciens et d'ingénieurs qui sont à 100% des équipes locales africaines et qu'on utilise dans les différents pays dans lesquels on construit. Ce sont toujours des équipes africaines, et une fois l'usine mise en place, les responsables, les propriétaires de ces usines utilisent bien évidemment de la main-d'œuvre africaine, et c'est là le gros avantage, c'est que cette main-d'œuvre est, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, dans bien des cas extrêmement qualifiée. Elle coûte moins cher, et toutes ces usines, très très peu d'usines utilisent des cadres européens, toutes ces usines utilisent de la main-d'œuvre locale. Ben écoutez, c'est sur ces mots, difficile de rebondir, hein, chacun se fera son opinion, donc c'est sur ces mots que je veux rendre l'antenne à Londres, non sans vous remercier une fois de plus, Monsieur Duhamel, pour le temps que vous avez bien voulu nous accorder au cours de cet entretien. Iré était derrière les machines pour cette émission. Quant à moi, si vous le voulez bien modestement, je me permettrai de vous retrouver pour un prochain numéro, toujours même chaîne, sur Vox Africa. À très bientôt.